Bonjour à tous et bienvenue au Winky's Dinner. Si le cinéma était très riche l'année dernière, comme j'ai dit dans ma vidéo sur mes films de 2022, je peux pas malheureusement en dire autant pour les séries. Bon alors oui, il m'est impossible de tout voir bien sûr, mais j'en ai vu suffisamment et vraiment ça n'a pas été tout le temps une partie de plaisir. Westworld s'est fini dans l'indifférence avec une saison 4 pas convaincante du tout j'ai trouvé. Les anneaux de pouvoir étaient très beaux d'un point de vue visuel et artistique, ça c'est sûr, mais l'histoire et les personnages étaient complètement à la ramasse. La série Obi-Wan Kenobi n'a pas tenu ses promesses, la série était juste plaisante à suivre, mais j'attendais quand même un peu plus que plaisant pour une série de ce calibre. Et franchement, il y avait des moments aussi qui étaient bien ridicules. Ou encore Pam et Tommy, qui étaient plutôt sympathiques, c'est vrai, mais j'ai trouvé que ça ne méritait pas non plus une série de 8 épisodes. Un film ça aurait bien suffi. A la base, je ne voulais faire qu'un top 5, mais j'en ai rajouté une qui est plus une mention honorable, histoire d'en parler un peu. Il s'agit de la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. C'est pas une grande série qui va forcément marquer, ça c'est sûr, mais le fait est que je me suis enchaîné les 8 épisodes d'un coup et que je me suis laissé prendre par le mystère à résoudre de la série. Son seul défaut, c'est de ne pas avoir forcément trouvé le bon équilibre entre ce qui devait être sérieux et ce qui devait être parodique. Car la série est assez drôle quand on la prend vraiment pour une parodie. Et elle était vendue comme ça, vu le titre ridicule qui mesure 3 mètres de long. Mais elle n'a pas assez touché son côté décalé, et je comprends que certains spectateurs ne savaient pas sur quel pied danser en la regardant. La résolution de la série complètement tirée par les cheveux devait donner une réponse claire sur l'identité de la série, mais ce n'a pas pris malheureusement. Mais j'ai quand même apprécié dans l'ensemble, même si je tiens à préciser que je suis pas forcément objectif quand je vois Kristen Bell à l'écran. Alors numéro 5, The Wild saison 2. Je vais la faire court car j'ai déjà parlé de sa saison 2 dans une autre vidéo. J'ai trouvé que c'était une saison qui respectait bien ce qui avait été lancé dans la première. On introduit des nouveaux personnages, ceux qu'on connaît sont toujours aussi intéressants. Le côté survie apposé au côté social reste vraiment le cœur de la série et c'est très bien traité je trouve. Malheureusement, la fin appelait une saison 3 et on ne l'aura pas. Ça nous laisse donc un goût d'inachevé et ça ternit un peu la saison malheureusement. C'est comme ça, on va laisser notre imagination et j'espère aussi qu'on verra certaines des actrices dans d'autres projets. Numéro 4, mercredi, saison 1. En voilà une série qui a fait parler. Ne serait-ce que pour son énorme succès bien sûr, mais aussi pour toutes les comparaisons qui en ont été faites. Selon Claire, j'aime beaucoup le film La famille Adams de 1991. Mais j'y peux rien, j'ai quand même apprécié cette série. C'est vrai qu'elle paraît un peu trop propre à côté du film où on sentait la crasse, le macabre et le glauque sur un ton très humoristique. Is that for your brother? I don't think so. Mais je vais pas mentir non plus, j'ai bien rigolé face à certaines répliques piquantes de mercredi. Je pense sincèrement qu'ils n'ont vraiment pas foré sur sa personnalité. Bon évidemment, il y a beaucoup de crédit à donner à l'actrice Jenna Ortega qui a vraiment assuré dans le rôle. Mais c'est toutes les mises en situation et les épreuves qui rendent plutôt intéressant le parcours de mercredi en fait. Tout en restant froide, insensible, mono-expressive et frigide, on voit quand même son personnage évoluer. Et puis il n'y a pas qu'elle, tous les personnages de l'école qui gravitent autour d'elle sont extrêmement sympathiques. Et puis il y a un bon rythme tout simplement. Le seul épisode on va dire qui freine un peu cette bonne cadence, c'est justement celui où on s'éloigne de mercredi pour parler de ses parents. C'est l'épisode le plus faible de la série justement parce qu'on a fait un détour dont on se serait bien passé. Mais à part ça, c'était cool à regarder. Mais c'est juste tellement facile de se laisser prendre en fait. Vous pouvez arriver à la moitié de la saison sans même vous en rendre compte. C'est vraiment un plat de bonbons que vous allez chercher à Halloween. Ça ne nourrit pas et ça ne compte pas comme un vrai repas, mais c'est sucré et c'est bon. Numéro 3, The Offer. Cette série raconte en 10 épisodes la création de ce chef-d'œuvre intemporel qu'est Le Parrain. On part de l'écriture du scénario à la cérémonie des Oscars, en passant bien sûr par le tournage et ses très nombreux problèmes. Dans tout cela, il y a quelques sous-intrigues qui viennent s'ajouter, notamment avec la vraie mafia,
et du coup il y a un peu de va-et-vient dans le rythme, mais globalement c'est une réussite qui coche toutes les cases pour bien montrer la création d'un film. Bon, je tiens à préciser aussi qu'il faut avoir vu Le Parrain pour mieux apprécier, je pense. Moi je n'ai pas eu ce problème car je connais très bien le film, et durant la scène de tournage, je savais parfaitement ce qui était filmé et ce qui se passait, comme la fameuse scène du restaurant avec Al Pacino, mais pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, ça peut être un peu moins agréable à suivre, je pense. D'autant qu'il y a beaucoup de noms de termes techniques de tournage qui sont balancés, mais moi qui suis fasciné sur comment on crée un film, je n'ai eu aucun problème à rentrer dedans. The Offer est donc une série très bien faite, qui ravira ceux qui sont fans de cinéma. C'est aussi un super hommage au film Le Parrain, et je trouve que c'est même le genre de série qui devrait en inspirer d'autres. Il y aurait mais tellement de choses à raconter, des films cultes qui ont eu un tournage passionnant et qui mériteraient leur propre mini-série, franchement ça manquerait pas. Numéro 2, The Dropout. Peut-être vous rappelez-vous d'Elizabeth Holmes, cette businesswoman condamnée pour fraude et escroquerie avec sa compagnie Theranos qui prétendait pouvoir vous faire des milliers d'analyses avec une simple goutte de sang. Eh bien, The Dropout raconte l'ascension et la chute de cette femme qui a berné tout le monde, que ce soit ses clients, ses actionnaires ou ses employés. Alors la série, c'est loin d'être une glorification du modèle de la start-up, car on nous montre que les mensonges, les tromperies et les pressions étaient présents dès le début et qu'une fois lancée dans son business et sa duperie, eh bien, Elizabeth Holmes ne pouvait plus faire marche arrière et continuer à enfoncer le clou malgré tout. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une série extrêmement minutieuse et extrêmement pertinente qui réussit son coup. Vous détesterez Elizabeth Holmes. Non mais sans déconner. Regardez-moi un peu ces yeux de vipère qui veulent juste vous hypnotiser. The Dropout parvient à garder une qualité constante sur ces 8 épisodes. Il n'y a jamais de ventre mou ou de baisse de rythme en fait. Chaque épisode, il apporte quelque chose dans la fourberie d'Elizabeth Holmes. Et quand on regarde de plus près, la reconstitution de la réalité, elle est juste vraiment bluffante quoi. Alors la clé de la série était bien sûr de trouver une interprète à la hauteur, et bon sang, ils l'ont trouvé avec Amanda Seyfried. Elle est incroyable tout simplement. La voix, le regard, le langage corporel, tout est là pour vous marquer. Aujourd'hui pour elle, les récompenses s'enchaînent. Un Emmy Award, un Golden Globe, c'est mérité pour elle. Le meilleur commentaire que j'ai vu pour résumer sa performance, Amanda Seyfried, une personne gentille qui joue une psychopathe, et Elizabeth Holmes, une psychopathe qui joue une personne gentille. Voilà, tout est dit. Et pour vous dire à quel point elle était parfaite, il y a un film qui doit également être réalisé sur Elizabeth Holmes, et Jennifer Lawrence devait avoir le rôle. Mais après avoir vu Amanda Seyfried, elle a tout simplement décidé d'abandonner. Pas rancunière du tout, elle a simplement déclaré que c'était justement parce qu'elle était parfaite, et que donc, nous n'avons pas besoin de le refaire comme elle l'a dit. Alors la seule chose que je reproche à la série, c'est qu'elle est peut-être sortie trop tôt, car le procès d'Elizabeth Holmes n'était pas fini, et peut-être y a-t-il encore des révélations à venir. Et enfin numéro 1, The Crown saison 5. How did it come to this? Et est-ce qu'il pouvait en être autrement, franchement? Pour moi, The Crown est la meilleure série Netflix, et cette 5ème saison ne va pas me donner tort. La série est toujours irréprochable sur ses qualités artistiques. Les décors, les costumes, la photographie, la réalisation, la reconstitution, les dialogues, c'est du caviar à tous les niveaux. Bon, dans le fond, qu'en est-il? Oui, les événements sont romancés, c'est de la fiction basée sur des faits réels, mais on oublie tout ça quand on regarde. C'est une fresque familiale qui parle de problèmes familiaux, comme on en a tous, mais simplement décuplés, car forcément famille royale. L'épisode du divorce par exemple, de Diana et Charles, représente bien cela. Le divorce a bien eu lieu, comme c'est montré, mais c'est quand on rentre dans l'intime qu'on sait que c'est de la fiction, car dans cette scène poignante, on est juste face à un homme et une femme, seuls, en rupture, qui discutent et fait le point comme des milliers d'autres couples. You do know there was always love there. Yes. And respect. In a sense, somehow, we were a good match. Perfect match. That was the thing. The whole world thought we were the perfect match. It's not the perfect love, because you already had that with someone else. Mais là où cette saison a fait très fort, c'est qu'elle interroge sur la place de cette monarchie et sur la succession. Et c'est précisément ce dont on a parlé à la mort de la reine, à seulement 2 mois avant la sortie sur Netflix. C'est comme si la série était prémonitoire, et une chose est sûre, son créateur connaît son sujet par cœur. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'interprétation.
Elizabeth Debicki est époustouflante dans le rôle de Diana. La voix, le regard, le langage corporel, tout est là. L'épisode de l'interview est juste remarquable. Mais elle n'est pas toute seule, hein. Tous les autres acteurs et actrices y sont nickel et rendent cette saison extrêmement vivante et variée. C'est un vrai succès sur tous les fronts. La prochaine saison sera la dernière malheureusement, mais si elle est autant réussie, The Crown sera une série complète et exemplaire.